Lors de l'épisode précédent, j'ai essayé de montrer en quoi l'armée, en particulier l'armée française, était déjà largement acculturée à la notion de résilience. Elle a sa propre interprétation de la problématique et évidemment son actualité est déjà un petit peu sa feuille de route pour les années qui viennent. Ça résout pas la question de euh, est-ce qu'on peut et si oui comment cultiver et développer des qualités de résilience à l'échelle d'organisation, à l'échelle d'individus ou à l'échelle de ce qui m'intéresse encore plus, à l'échelle de systèmes technologiques. Ce que je vais essayer de vous montrer dans les deux prochains épisodes, c'est d'abord comment est-ce qu'on peut auditer, c'est-à-dire mesurer ex ante des qualités de résilience et en faire des éléments de cahier des charges pour la conception de systèmes complexes ou pour la formation de personnes ou pour des considérations de réorganisation. Ces considérations s'appliqueront à toutes les échelles. Et puis dans le troisième podcast, quels sont des cas d'usage de systèmes résilients ou anti-résilients à travers là aussi quelques métacritères qui permettent de faire de la conception de ces innovations. Alors, pour ce faire là, on va commencer avec le deuxième, le deuxième podcast. Je vais faire un détour et je vais faire quelques emprunts aux sciences de l'ingénieur et en particulier à une pratique, même une discipline assez commune et connue, qui est la gestion des risques. La gestion des risques, ça concerne pas les notions d'effritement que j'ai relevées lors du premier podcast. En revanche, ça prend plutôt bien en charge. Je dis bien plutôt bien en charge, pas de façon parfaite, mais de façon sincère et autant qu'on puisse. La question des chocs, de l'absorption et de la vulnérabilité face aux chocs de systèmes complexes. Alors comment est-ce qu'on fait habituellement? Je vais partir d'un exemple qui est le STS. Hein. Le STS, c'est le nom technique de la navette spatiale qu'on connaît tous, surtout quand on a grandi dans les années 80. Un STS, en fait, c'est techniquement 700 composants critiques. Ça veut dire des composants qui, en cas de défaillance individuelle, peuvent causer non seulement, la perte du système. Alors comment est-ce qu'on fait quand on fait le cahier des charges d'un système aussi complexe pour anticiper, encore une fois, autant que de faire se peut, pas de façon démiurge, complète, totale, les défaillances. D'abord, on indique, comme l'a fait la NASA, en théorie, un seuil de fiabilité pour l'ensemble du système. La NASA estimait, quand elle a fait voler ses premières navettes spatiales, qu'elle pouvait le faire parce qu'elle était arrivée à une fiabilité pour l'ensemble du programme des navettes spatiales de un échec pour 1000 vols. C'était le seuil qui lui semblait politiquement acceptable. Euh, c'est évidemment pas ce qui s'est passé, mais vous connaissez l'histoire. Mais alors la question c'est qu'est-ce qui a pu se passer pour fabriquer cette défaillance, nonobstant une culture de gestion des risques qui était diffusée parmi les équipes de concepteurs de la NASA. Alors comment est-ce qu'on fait de la gestion des risques? En fait, on fait un recensement à l'échelle de ces 700 systèmes ou à l'échelle de l'ensemble du système STS. En fait, on fait le recensement des risques qu'on connaît et on essaye de les estimer sur deux échelles. Une échelle de probabilité de l'incident et une échelle de gravité. Alors, de façon conventionnelle, enfin ce qu'on apprend à l'école, hein, c'est que une matrice de gestion des risques, ça ressemble à ça. Donc la probabilité, c'est en général regroupé en quatre classes. On considère qu'un incident est jugé improbable, occasionnel, courant ou très courant. Et là, c'est pas indiqué, mais il y a des indices de probabilité, enfin des pourcentages de probabilité qui correspondent
à chacune de ces cases. Et puis ensuite, on note la gravité. Donc un incident est considéré indolore, à gravité limitée, grave ou dramatique. Ensuite, on prend pour un système donné toutes les occurrences qu'on connaît, et je dis, et ça c'est bien un problème épistémologique de la gestion des risques, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir connaître a priori, souvent ex ante ou par retour d'expérience, mais par retour d'expérience, donc ex post ou en rétex, comme on dit à l'armée, euh, les incidents, et puis on les classe en fonction de. On les classe dans cette matrice. Par la suite, ce qu'on peut faire quand on cherche à incrémenter un système, donc à l'améliorer de façon progressive pour en faire une nouvelle version ou pour bénéficier d'un retour d'expérience, on peut assez facilement classer les incidents par catégorie ou par classe. Par catégorie, c'est par exemple le niveau de gravité, hein, ça correspond à la couleur des cases dans cette matrice, et évidemment on va chercher à ce moment à traiter en priorité non pas les incidents les plus fréquents, mais les incidents qui se retrouvent en rouge, donc qui sont à la fois les plus courants potentiellement et les plus graves pour ce qui est du fonctionnement du système, ou par classe. Là, c'est quand on va faire des efforts par spécialité. Il y a d'autres façons de classer les risques et puis surtout de faire des programmes d'incrémentation, mais voilà, c'est ça la logique qui prévaut dans la gestion des risques. Alors, c'est pas parfait. Évidemment, si on demande, si on demande à la NASA, donc comme je vous le disais, le niveau de fiabilité qu'il faut atteindre, l'objectif de fiabilité pour le système STS, on était à 1 pour 1000 et la NASA se voulait très rassurante pendant longtemps sur ce niveau de fiabilité. Quand on demandait aux différents fournisseurs de la NASA, qui étaient extrêmement nombreux, ce qui déjà est une source de complexité. Je vais pas sauter en conclusion en disant que c'est non seulement une source de complexité, mais c'est aussi c'est probablement une source d'hyperfragilité dans la conception, on peut le penser pour autant. Quand on demandait aux fournisseurs, eux étaient plutôt sur 1%. Et ce, même avant les premiers vols et évidemment les incidents regrettables que je vais évoquer. Et puis après, en retour d'expérience, comme vous vous en doutez, j'allais y venir. Le système spatial américain, enfin le système de navette spatiale américain a connu deux défaillances catastrophiques en vol, ce qui ramène, quand on ramène ça au nombre de vols, même après avoir essayé d'intégrer les échecs, les causes des échecs de STS-51 et STS-90, donc l'explosion de Challenger, puis l'explosion de Columbia avec la perte des équipages résultante, on obtient une fiabilité d'un 67e, donc très très loin de l'objectif de fiabilité qui avait été donné par la NASA à l'entrée du programme spatial. Alors pourquoi ? D'abord parce que ça reste une aventure, un système complexe, qu'on est aux limites à certaines limites de ce que des organisations comme la NASA pouvaient gérer et accepter, et puis en retour d'expérience de ce que l'opinion publique américaine et le personnel politique américain pouvaient accepter, puisque après STS-51, donc l'explosion de Challenger qui était due à un cas qui avait pourtant été largement identifié de défaillance, mais dans des circonstances climatiques particulièrement rares. Donc pour être très précis, c'est un booster qui a causé, qui a eu une défaillance qui a causé l'explosion du corps, du réservoir principal de STS quelques secondes après le décollage. Pourquoi ? Parce que un des joints toriques de ce booster avait été exposé pendant longtemps à un froid trop intense à cause de conditions climatiques qui n'auraient jamais dû arriver, qui étaient en dehors de la plage nominale d'usage climatique prévu par le cahier des charges du booster, et pourtant
Les sous-traitants qui fabriquaient ce booster étaient à la fois conscients du risque, enfin non seulement étaient conscients du risque, mais en plus avaient alerté la NASA, et l'avaient alerté même avant le lancement, mais le chef de vol d'STS-51 a pris quand même la responsabilité de lancer malgré tout la navette, avec les conséquences qu'on sait pour les 7 personnels d'équipage. Après cet incident, évidemment, il y a eu une enquête minutieuse et on a pensé pouvoir remédier à cette cause-là de défaillance, mais il en restait d'autres, notamment ce qui a causé la perte de STS-90, les impacts sur leurs vêtements, enfin sur le ventre de la navette spatiale, qui fait qu'on l'a perdu suite à la rentrée dans l'atmosphère et à un échauffement trop important du bouclier thermique. En fait, ces deux causes étaient clairement connues, mais clairement à la fois mal évaluées en termes de, non pas en termes d'impact, mais en termes enfin très mal évaluées en termes de probabilité. Et puis très mal géré en termes organisationnels. Donc on peut faire de la gestion préventive des risques en documentant ce genre de matrice, mais pour autant c'est pas suffisant et ça ne résiste pas, en particulier dans le cas de systèmes complexes et donc par hypothèse, mais plus que par hypothèse, hyper fragile, pour reprendre un mot de Nicolas Taleb, ou inutilement complexe, pour reprendre les termes de l'anthropologue Joseph Tenter. On se retrouve face à ces cas un peu limites, quand on conçoit des systèmes, encore une fois, complexes. Alors on est probablement moins vulnérable quand on est sur des systèmes moins complexes qu'une navette spatiale, mais pour autant c'est comme ça qu'on fabrique de la gestion des risques. Avant de vous proposer une variante, donc c'est ce que je voudrais faire en fait, maintenant qu'on a vu ce que c'est la gestion des risques, et puis un cas d'usage, certes un cas aux limites de l'usage de la gestion des risques, je voudrais vous proposer deux questions qui sont fondamentales quand on veut auditer la résilience et le niveau de résilience qu'on veut garantir, alors j'ose utiliser le mot, pour un système, une organisation ou un individu. En fait, il y a deux questions qu'il faut se poser. Je reviens au premier exposé, au premier podcast, dans lequel, si vous vous souvenez, j'évoquais le fait qu'il y a 11 localisations de ce que c'est la résilience. Quand je le disais, j'ai commencé à suggérer que en fait, il y avait des implicites derrière chacune de ces localisations, et que par exemple, la résilience en physique, ça sous-entendait le fait de pouvoir revenir pour un matériau, de pouvoir retrouver ses qualités initiales. En revanche, en psychologie, c'est pas vraiment possible. On n'a pas ce niveau de retour à l'état initial ou nominal. La résilience, en fait, c'est ce qui caractérise un individu qui est capable de vivre avec les cicatrices psychiques ou physiques d'un trauma qu'il a dû absorber et auquel il s'est préparé ou pas. En fait, on va se souvenir de ces nuances pour les quelques diapos qui viennent, et surtout pour essayer d'installer, au moment de se poser la question du niveau de résilience qu'on veut atteindre, deux objectifs qui vont être dimensionnants pour les efforts qu'il va falloir faire par la suite. La première question, en fait, c'est vraiment, je pense que c'est important, est-ce que le système doit pouvoir fonctionner en mode dégradé immédiatement pendant qu'il reçoit le choc, ou vous pouvez nuancer en rajoutant effritement, ça change pas grand chose, et immédiatement après. Alors là, la réponse est assez binaire, hein. Soit oui, il doit pouvoir fonctionner en mode dégradé, ou alors non, c'est pas indispensable. La question peut avoir l'air binaire comme ça, mais c'est pas si simple d'y répondre. Alors pour qu'on garde ça en tête, et puis pour vous aider à répondre, je vais vous donner deux cas extrêmes. Alors le premier, le système qui doit pouvoir fonctionner en mode dégradé
pendant avoir reçu un choc. Peut-être le plus simple pour moi, c'est, on va prendre l'exemple d'un navire de combat. En fait, les architectes de marine navale, ils ont un terme pour ça qu'on appelle la survivabilité. La survivabilité au combat, en fait, c'est le fait qu'un navire, ils doivent pouvoir faire plus que flotter quand il a été impacté au combat. Il doit pouvoir continuer à se défendre, il doit pouvoir continuer à bouger, sans quoi il est pour ainsi dire mort. Hein. On en reparlera dans l'épisode 3 quand je vous parlerai du Bismarck et de ce qui lui est arrivé à cause de certaines hyperfragilités. Donc en fait les navires de combat sont conçus avec des redondances, avec des systèmes isolés entre eux, justement pour pouvoir maintenir le plus possible la plupart de leurs fonctions, même quand une fonction est atteinte. A contrario, on peut prendre comme cas d'un système qu'on peut accepter de geler une fois qu'il reçoit un choc. Par exemple, un patient un patient à l'hôpital qu'on met en réanimation. Quand on le met en réanimation, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on inhibe la plupart de ses fonctions non vitales, ou qu'on les supplée, ou quand c'est des fonctions vitales, qu'on les supplée par différentes machines. Ça peut être un respirateur, ça peut être une dialyse, ça peut être beaucoup de choses qui font que le corps est mis en coma artificiel. Hein, c'est un des principes de la réanimation. Alors, ce faisant, on lui fait pas du bien, mais on pense que lui donner le plus de chances de survie, en fait, c'est le geler temporairement pour pouvoir soigner, d'abord poser un diagnostic de façon un peu rassénée, isolée, et pouvoir traiter ce qui peut l'être, en donnant du temps aussi, alors, dans certains cas, certaines pathologies, en donnant des chances au système de se restaurer entre guillemets par lui-même. Je dis bien entre guillemets là aussi. Donc en fait c'est le contraire c'est le contraire du navire qui doit pouvoir continuer à gesticuler. Les stratégies de résilience ne sont pas les mêmes et du coup les stratégies de développement de résilience ne sont pas les mêmes en fonction de la réponse à cette question. Très binaire la question. Mais je comprends que si vous appliquez déjà cette première question à des problématiques de conception auxquelles vous avez à faire face, la réponse soit pas nécessairement si facile à donner. Deuxième question, fondamentalement, qu'est-ce que c'est l'espoir une fois qu'on aura absorbé le choc et qu'on sera sorti du coma artificiel ou sorti de la zone de combat pour le bateau? Qu'est-ce que ça sera l'espoir une fois qu'on sera sorti de là? Est-ce que l'espoir c'est recouvrer pratiquement le même nominal que avant le choc, ou est-ce qu'on accepte la possibilité de trouver un équilibre de fonctionnement qui sera différent? Je saute des étapes et des raisonnements, mais par transparence, je pense que c'est bien de vous partager une conviction. Je pense qu'à l'échelle d'une génération, sans prendre de risques, nos sociétés ne pourront pas retrouver le niveau de consommation d'énergie, le niveau le système de production sur lequel on est, qui est largement non soutenable. Et donc du coup, fabriquer de la résilience, c'est à l'échelle de notre culture, tendre vers un nouvel équilibre de fonctionnement qui sera probablement plus bas, en tout cas beaucoup moins intensif que celui sur lequel on est aujourd'hui. Voilà. Par transposition, ça pose aussi la question de qu'est-ce qui va se passer, pour les gens qui fantasment sur qu'est-ce qui va se passer, et moi le premier, qui fantasment sur qu'est-ce qui va se passer à la sortie de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver la société d'avant, ou est-ce qu'on sera dans un monde qu'on perçoit aujourd'hui de façon diffuse, mais qui sera pas nécessairement aussi, je dis ça sans aucun jugement de valeur, mais par contre avec beaucoup d'affect, ce sera pas nécessairement précisément la reprise et la continuité de ce qui se passait avant.
Ce qui ouvre encore une autre parenthèse, mais alors là je fais que l'ouvrir, je l'ai traité dans d'autres posts, et ça appelle des tas de développements et éventuellement de polémiques, mais ce qui pose la question à la fois de la prévisibilité et de la nature de signes noirs de la crise du Covid-19 et de sa nature aussi, non seulement de signes noirs, mais de sa nature anthropocénique. Alors, pour vous souvenir enfin comme petit mémo technique là aussi, pour vous souvenir de cette question, je vous propose de vous souvenir d'une expérience de pensée que les philosophes utilisent, qui est le bateau de Thésée. En fait, c'est un problème de philo. Il y a Thésée qui a un bateau tout neuf, tout flamboyant, et puis il part en aventure avec ce bateau, et de fil en aiguille, eh ben, il devient non seulement patiné, mais il faut changer des pièces, et puis au bout d'un certain temps, on va imaginer que Thésée a dû changer toutes les pièces de ce bateau. Et alors peut-être qu'il l'a fait en changeant des pièces à l'identique, à cause de l'usure, à cause de chocs. Et peut-être qu'il l'a fait aussi en changeant un petit peu les caractéristiques initiales du bateau. Mais toujours est-il que la question que ça pose, en fait, c'est la question de l'identité, de la méméité, disent les philosophes, du bateau. À partir de quand est-ce qu'on considère que le bateau de Thésée, ça n'est plus le même bateau que celui du départ? Est-ce que c'est quand il a été altéré, ou est-ce que c'est quand on a changé toutes ses pièces à l'identique, ou est-ce que c'est quand on a significativement changé ses pièces pour changer ses caractéristiques initiales? C'est une expérience de pensée, mais souvenons-nous-en comme mémo de cette question finalement de qu'est-ce que c'est l'horizon après l'absorption du choc. Alors donc, on pose ces deux premières questions qui définissent qui vont définir, un peu comme pour la matrice de gestion des risques, une matrice, hein, et ben voilà, la matrice de gestion des risques, finalement, elle va se baser sur cette première question de l'ancrage à l'absorption du choc, et puis du comportement induit par le choc, des chocs qu'on aura pris le soin évidemment dans une logique à minima dans une logique de gestion des risques, c'est-à-dire ex post ou ex ante, en fonction des risques isolés ou systémiques qu'on peut identifier. Voilà ce à quoi ressemblerait une matrice d'étayage de résilience. Alors, à mon avis, aujourd'hui je la documente comme ça avec, quand il y en a l'usage, toute la partie haute de cette matrice, c'est-à-dire une logique de recouvrement du nominal ou de surpassement, pour moi c'est irénique. C'est-à-dire que ça n'arrivera pas, ou plus exactement, si on est uniquement dans une logique de recouvrement du nominal ou d'enrichissement et de fonctionnement en mode dégradé, on est soit dans un monde de bisounours, soit c'est qu'on n'a pas reçu un choc significatif. Ou plutôt un choc ou un stress significatif. Donc je dis pas que ça n'arrive pas, je dis juste que ça ne justifie pas un programme d'étayage de résilience. De la même façon, si vous pensez que on va pouvoir être inhibé, inhiber un fonctionnement et être dans une logique de recouvrement du nominal face à des chocs, face aux chocs systémiques auxquels on s'apprête à faire face, encore une fois, à l'échelle de nos sociétés et d'une génération. Désolé pour le flou, mais ça m'arrive d'être plus spécifique, et je vous renvoie là aussi, par exemple, aux différents rapports qu'on a recensés dans le premier podcast. Pour moi, vous êtes dans le déni ou dans l'irénisme, hein, c'est pas ça du tout. C'est pas ce pourquoi on essaye de travailler au durcissement de certains systèmes complexes. Il y a une autre case qu'on peut écarter tout de suite, c'est celle qui consiste à envisager la possibilité d'une inhibition du fonctionnement, et en même temps, dans cette métrique de la matrice, d'un renoncement
Bah là en fait ça signifie, concrètement ça signifie la mort ou l'abandon du système. Donc c'est une logique de non-combat que j'envisage pas. Et puis après, bah, il y a un gradient, enfin ça nous laisse dans cette matrice et sur ces deux axes en fait un gradient où on va s'intéresser en particulier à ce qui peut se passer pour le système quand on envisage, une fois qu'on aura fini d'absorber le choc, un réagencement qui va dégrader un petit peu la complexité du système pour le rendre plus résilient et plus robuste. Hein. On va garder à peu près ou un peu moins de fonctions. Elles pourront être agencées autrement, mais ça va coûter quelques transformations. Et pendant le choc, eh ben, on va essayer de garder un espoir de maintenance à chaud ou alors un fonctionnement par intermittence ou en mode dégradé. Quand on est dans cet espace de cette matrice, il me semble qu'on est vraiment de façon fondée dans des stratégies d'étayage de résilience. Et en fait, dans ce dégradé aujourd'hui, je qualifie finalement trois sous-niveaux. Euh, euh, qui sont différentes, qui appellent pas les mêmes moyens, qui appellent pas les mêmes logiques de conception. Soit c'est une logique de créer des survivants, hein, soit c'est une logique de résilience et de surpassement, soit c'est une logique d'encaissement. Je rentre pas plus dans les détails à ce stade de mes publications. Mais les logiques de conception sont différentes. Donc voilà une première façon de rentrer dans la conception de systèmes résilients. À l'entrée, donc c'est une façon d'écrire un cahier des charges. On ne fait pas de la gestion des risques de façon complètement conventionnelle. On prend une autre matrice qui est la matrice que je vous propose, cette matrice de résilience. On répond à deux objectifs, en sachant qu'on pourra peut-être faire dans certains cas un travail en parallèle pour à la fois donner à un système, encore une fois, ou à une organisation ou à un individu des qualités de résilience et des qualités d'encaissement, et puis peut-être qu'on fera l'impasse sur des qualités de survie. Et tout ça c'est un problème stratégique qu'on adresse au moment d'écrire le cahier des charges. Et j'en reste là pour ce podcast. On va voir dans le prochain épisode des cas d'usage de systèmes résilients et de systèmes hyper fragiles, donc anti-résilients, pour des organisations armées ou pour des systèmes d'armes à travers la Deuxième Guerre mondiale.